Bonjour, moi c'est Obifium et aujourd'hui je vais commencer ma chaîne True Crime avec l'accent qui va bien. Et en plus j'ai un rhume donc c'est génial. En tout cas, j'ai décidé de débuter ma chaîne par la triste histoire de Django Furota. Pour ceux qui connaissent pas on va en parler, mais ceux qui connaissent vous savez à quel point c'est horrible. C'est pour ça que sur plusieurs chapitres ou un seul, je verrai comment je vais faire. Je vais mettre un petit warning pour les personnes sensibles parce que il n'y aura pas forcément d'image parce que forcément il n'y a pas trop le droit. Mais en tout cas, les mots suffisent à décrire l'horreur des 40 derniers jours de Django Furota. Alors si vous êtes prêts, on est parti. Le 29 mars 1989, Hiroshi Mayano, un japonais de 18 ans, est interrogé suite à un viol collectif perpétré sur une jeune femme de 19 ans. En plus de ça, la police tente de le confondre pour un meurtre sur une mère et son fils de 7 ans arrivé quelques mois plus tôt. Malheureusement, Hiroshi n'a pas l'air au courant et pire encore, il leur parle d'une affaire bien différente. Il va leur dire « Son corps est dans un fût bétonné sur un terrain à Tokyo ». La police va le prendre très rapidement au sérieux puisqu'il fait partie en fait d'un gang de Yakuza. Donc les Yakuza, si vous ne connaissez pas, ce sont de très mauvaises personnes qui sont habituées à la drogue, à la violence et tout ce qui va avec. Pour plus d'informations, regardez Tokyo Revengers, voilà. En tout cas, la police va se rendre rapidement sur les lieux et évidemment trouver le fût rempli de béton. Pire encore, à la surface grise de ce même béton, il y a une touffe de cheveux noirs et le haut d'un crâne. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment Hiroshi est au courant et surtout, de qui s'agit-il? C'est à ça qu'on va essayer de répondre rapidement, mais surtout grâce aux informations que j'ai pu trouver sur internet. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Django Furota est né le 18 janvier 1971 dans la préfecture de Misato à Saitama, qui est aussi une ville et pas qu'un super-héros chauve avec une cape jaune. Junko arrive très rapidement au lycée avec des très bonnes notes puisque c'est une très bonne élève. Elle est scolarisée à Yashio Minami, un lycée qui se trouve à Saitama également. Il faut savoir que Junko est considérée comme une fille solaire, qui sourit tout le temps, qui est joyeuse, qui est belle et qui surtout est très douée en études. En parallèle, pour assurer sa vie sûrement après, Junko travaille dans une usine de moulage de plastique pour se faire de l'argent. Elle a également trouvé un petit travail dans un magasin d'électronique où elle fera ses premiers pas à la fin de ses études puisque ça approche à très grands pas, on est en mars. Et je crois que les étudiants sont diplômés en avril au Japon, donc vous voyez, c'est vraiment très proche. Junko vit avec ses parents, ses deux parents, elle a un petit frère et un grand frère. En tout cas, au lycée, beaucoup de personnes la connaissent, elle est très connue parce qu'elle est très populaire, voilà. Et en fait, Hiroshi Mayano, qui a 18 ans, que vous connaissez du coup maintenant pour nous avoir dit où se trouvait le fût, a complètement flashé sur Junko. Mais il y a des rumeurs à son sujet, ça serait un mauvais garçon qui serait turbulent et surtout qui serait assimilé au gang des Yakuza. Donc Junko est au courant de tout ça, elle connaît ces rumeurs, et donc naturellement quand Hiroshi lui fait sa demande, il lui demande si il serait intéressé pour sortir, elle serait intéressée pour sortir avec lui, elle va gentiment et poliment lui dire non, parce que déjà elle le connaît pas, et surtout parce qu'elle est au courant des rumeurs. Donc voilà déjà qui est Django Furota. Le 25 novembre 1988, il est 20h30 lorsque Hiroshi et un ami à lui qui s'appelle Nobuharu Minato sont à la recherche d'une femme à voler et à violer surtout. Il faut savoir qu'ils font partie d'un gang de Yakuza, mais qu'ils ne sont pas encore Yakuza. Ils sont au rang inférieur et on appelle ça des Chimpiras. Donc j'imagine qu'ils doivent faire leurs preuves et c'est pour ça qu'ils cherchent des choses horribles à faire, à perpétrer pour finalement évoluer dans la hiérarchie du gang. En tout cas, malheureusement pour Junko, ils vont croiser son chemin quand elle sort du travail à vélo. Elle veut juste rentrer chez elle et Hiroshi a la superbe idée de se comporter comme un sauveur en fait, puisqu'elle a refusé maintes et maintes fois sa demande de sortir avec lui. Il va se dire on va tenter le tout pour le tout. Donc il va lancer Minato
pour qu'il l'agresse finalement et va s'imposer en sauveur en lui sauvant la vie simplement. Et là, il va lui dire, écoute, les rues ne sont pas sûres à cette heure-là, t'es une jeune fille, il fait nuit, je vais te raccompagner chez toi, c'est mieux comme ça. Junko va se dire, mais finalement, c'est pas un mauvais garçon, je vais lui faire confiance, il a raison, je peux pas rentrer à ce moment-là toute seule. Donc, elle va le suivre, persuadée qu'il ne veut que son bien. Malheureusement, ils vont s'arrêter dans un entrepôt abandonné, sûrement qu'il a prétexté qu'il avait quelque chose à y faire. Donc, Junko le suit, sûrement qu'elle ne se pose pas trop de questions. En tout cas, Hiroshi va se retourner, il va lui dire « Si tu parles, si tu cries, si tu fuis, je te tue. » Et il va commencer à la violer plusieurs fois. Donc il n'y a pas le nombre exact, et heureusement d'un côté. Mais au bout d'un moment, soit il commence à avoir froid, soit il a peur que les gens le voient. En tout cas, il va l'amener dans un hôtel où il va le reprendre encore et encore, sa série de viols. Finalement, ça va continuer. Et Junko ne saura pas la relâcher, puisqu'il va appeler ses amis Joe Ogura, Nobuharu Minato, dont vous avez entendu parler juste avant, et Yasushi Watanabe. Il va leur dire, écoutez, j'ai trouvé une fille que je viole encore et encore, c'est vraiment le pied, je suis trop content, voilà, c'est l'extase. Et Joe Ogura va leur dire, c'est pas cool que tu fasses pas tourner, fais profiter le gang, quoi, sois un bon pote. Donc, finalement, ça a marché, puisqu'Hiroshi, à 3h du matin, va le retrouver dans un parc avec Junko. Ils vont décider tous les quatre de l'amener chez Minato, qui a en fait tout l'étage chez ses parents. Donc c'est plutôt une bonne chose, ils vont pouvoir la planquer là et faire ce qu'ils veulent. Donc à 3h du matin, ils vont chez Minato et c'est là que tout va commencer pour de bon pour Junko, qui va entamer 44 jours, on ne sait pas exactement, les sources ne sont pas fiables par rapport à ça. En tout cas, ça va être plus de 40 jours d'enfer chez les Minato. Le 27 novembre 1988, soit 2 jours après sa disparition, les parents de Junko finissent par contacter la police, inquiets, et surtout, ce n'est pas dans l'habitude de Junko de disparaître comme ça. Quoi qu'il en soit, ses ravisseurs avaient dû prévoir la chose puisqu'ils lui demandent de contacter sa famille et de leur assurer qu'elle avait fugué chez un ami et qu'elle allait très bien. Elle leur a aussi demandé d'arrêter toute enquête de police puisque elle ne voulait pas être retrouvée de toute façon, donc c'était pas un souci. Ses parents l'ont cru, ils ont tout arrêté et puis Junko est resté terré chez les Minato dans une maison, c'est à Ayase Dadashi je crois. Donc les Minato sont composés de 2 parents, j'ai pas les noms, j'ai pas trop cherché parce que ils m'ont énervé. De 2 parents et d'un petit frère. Donc Minato, le fils concerné, a tout l'étage pour rester tranquillement avec Junko et faire ses petites choses qu'il doit faire, voilà. Oh, j'en ai. Bon, comme ma caméra a effacé une partie, je vais la refaire en robe de chambre Serpentard, voilà, et m'en voulez pas, quoi. Donc comme je disais, en fait, les parents de Minato étaient au courant qu'il y avait une fille chez eux, mais ils avaient prétexté au début, les 4 garçons avaient prétexté qu'elle était la petite amie de l'un d'eux. Finalement, au bout d'un moment, les parents ont fini par comprendre que c'était pas vrai, qu'il y avait quelque chose de louche. Le souci, c'est qu'ils ne voulaient pas parler parce qu'ils avaient peur des représailles. Et que derrière, il y aurait des répercussions s'ils osaient parler à la police. Finalement, ils n'ont rien dit. De toute façon, de ce qu'on savait, Minato était déjà très violent avec eux. En tout cas, ça n'a amené à rien du tout finalement. Ils n'ont jamais pris la peine de sauver Junko ou de l'aider. En tout cas, on estime qu'au 7e jour, après des analyses, il me semble, au 7e jour, Junko a déjà été violée plus de 100 fois par un nombre incalculable d'hommes différents. Plus de 100 fois. Voilà. Elle était déjà très peu nourrie, affamée, assoiffée. Et en plus de ça, elle devait rester nue tout le temps. Même, il la forçait à danser, elle était nue. Elle dormait sur le balcon la nuit en plein novembre avec moins 0 degré, elle était nue. Elle était forcée de se masturber devant eux. Voilà, justement, c'est là où je voulais en venir. On arrive au moment warning, le gros warning, parce que là, on va aborder les sujets
compliqué à entendre et à imaginer. Je préfère pas les imaginer de toute façon, mais en tout cas, si vous êtes sensible, n'allez pas plus loin. Et on va continuer tout de suite parce que j'aimerais bien passer ça assez rapidement parce que ça fait mal au cœur. Quoi qu'il en soit, comme je vous disais, Junko était nue tout le temps et ça même quand elle était obligée d'être assise dans un congélateur pendant des heures d'affilée. Finalement, un jour, Junko a réussi à attraper le téléphone et à contacter la police. Malheureusement, Hiroshi la prendra sur le fait et va raccrocher. La police va rappeler presque automatiquement, inquiet, et finalement Hiroshi leur dira ne vous inquiétez pas, c'était une erreur, il n'y a aucun souci. Donc ça ne mènera pas plus loin que ça. Junko a été puni et pour ce faire, ils lui ont enfoncé une brochette de poulet grillé dans l'anus et dans le vagin. Et ils ont aussi trempé ses jambes de liquide inflammable et y ont mis le feu. Voilà, donc on est à un degré voilà, il faut que je tousse. On a un degré de folitude, j'ai du mal à comprendre. Le souci, c'est que Junko, après avoir été enflammée, on va dire, elle a été prise de convulsions. Forcément, les convulsions, ça vient, elle peut pas contrôler. Enfin, voilà. Et les 4 idiots qui lui servaient de ravisseurs ont considéré qu'elle faisait semblant, donc ils lui ont remis le feu, au cas où, histoire de voir si tout va bien. Donc tout n'allait pas très bien, mais c'est pas grave. En parallèle des viols et des coups qu'elle se prenait, 15 jours plus tard, elle a été accrochée au plafond pour servir de sac de frappe, de punching ball. Ses intestins et ses organes internes ont tellement été abîmés que du sang s'échappait de sa bouche et de ses narines. Ça a fini par sécher dans son nez, donc elle ne pouvait plus respirer que par la bouche. Bouche qui lui servait également à manger des cafards et à boire de l'urine parce que c'est tout ce dont elle avait le droit. À côté de ça, elle devait fumer un nombre incroyable de cigarettes en même temps. Elle devait boire de l'eau, du lait, mais surtout de l'alcool. Ça, c'était vraiment quelque chose qu'ils aimaient faire, la faire boire, la faire fumer. Je ne sais pas pourquoi, me demandez pas. En tout cas, l'un des garçons, quand il sera interrogé, dira que elle avait les pieds et les mains tellement abîmés qu'il lui fallait plus d'1 heure pour descendre aux toilettes et généralement, elle n'y arrivait pas. Elle pouvait pas se retenir. Quand c'était comme ça, quand elle faisait pipi à même le sol, elle était punie. Quand elle vomissait, elle était punie parce qu'elle avait les intestins tellement abîmés que plus rien ne pouvait passer. Donc elle était punie, même si j'imagine que si elle respirait, elle était punie aussi de toute façon. Donc c'est des punitions à gogo. 30 jours plus tard, ils lui ont plaqué le visage sur le sol et ont sauté dessus parce qu'on sait à quel point c'est marrant de sauter sur un visage. En tout cas, voilà. Là, on va passer au brut du sujet, vraiment le plus sensible. Donc, c'est parti. Alors, ils lui ont inséré une bouteille en verre, des cigarettes allumées, une barre de fer, des ciseaux et une ampoule qu'ils ont explosé en la frappant dans le ventre. Et tout ça, ils lui ont inséré dans le vagin. À côté de ça, ils ont aussi allumé des feux d'artifice dans sa bouche, ses oreilles et son vagin également. Donc suite à ça, ses tympans ne marchaient plus tellement ils étaient abîmés. Ils lui ont aussi arraché le mamelon gauche et ont percé ses seins avec des aiguilles. Ils ont fait couler de la cire chaude sur son visage jusqu'à brûler ses paupières et ont écrasé ses mains avec des poids. Je sais pas d'où leur viennent toutes ces idées. Je sais pas. Enfin bref, donc à ce stade-là, Junko, vous imaginez, elle était méconnaissable, elle était enflée, ses plaies étaient infectées et sointaient de pu, désolée de le dire, je sais c'est pas agréable, mais bon. Elle était également paralysée et une odeur de pourriture dégageait en fait d'elle, ce qui paraît logique après tout ce qu'elle a subi. En tout cas, les garçons n'avaient plus envie de l'agresser sexuellement maintenant, voilà, parce que à cause de ce qu'ils ont fait, elle était plus la même, enfin voilà. Bon, en tout cas, ils avaient tellement envie de recommencer qu'ils ont à nouveau kidnappé une jeune femme de 19 ans dont on a entendu parler tout au début de la vidéo. Ils l'ont violée, mais heureusement pour elle, ils l'ont relâchée. Voilà. En revenant, ils ont repris leur activité avec Junko, qui était donc de la frapper.
Elle les a encore suppliés de la tuer parce qu'elle le faisait fréquemment. Au bout d'un moment, c'était plus vivable et ça se comprend. Donc elle les suppliait de la tuer, mais ils n'ont jamais voulu le faire puisque c'était leur jouet finalement. En tout cas, le 4 janvier 1989, donc là vous voyez, ça fait déjà un bon moment qu'elle est là-bas. Ils ont la bonne idée de jouer au Mahjong solitaire, qui est un jeu que je ne connais pas. Voilà, donc je vous laisserai vous renseigner. En tout cas, ils vont jouer avec Junko et elle qui est pourtant vraiment fatiguée, abîmée, épuisée, meurtrie, elle va gagner. Et là, ça va les mettre hors d'eux. Vous imaginez déjà que eux la frappent pour un rien. Alors si elle gagne alors qu'elle est à deux doigts de trépasser, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà, ils vont la battre avec des bâtons. Elle va tomber, elle va perdre l'équilibre, elle va tomber sur la chaîne stéréo, la casser, et elle va saigner abondamment, elle va le convulser et le pus va couler puisque ça a percé ses plaies. Loin d'être rébutés, les garçons vont enfiler des sacs plastiques sur les mains et vont continuer de la battre encore et encore et encore, puis ils vont lui mettre le feu parce qu'ils ont un problème avec le feu, je crois. En tout cas, ils vont lui mettre le feu encore. Et ça va durer 2 heures. 2 heures durant lesquelles ils vont la laisser. Et Junko va s'éteindre finalement. Elle va mourir donc ce 4 janvier 1989. Elle va rester dans la maison morte pendant un moment. En fait, quelques personnes disent 24 heures après. Donc 24 heures après, le petit frère de Minato va l'appeler, le contacter et lui annoncer qu'elle est décédée. De peur des représailles, parce qu'ils ont fait tellement de bêtises, forcément, ils ont peur d'être condamnés. Alors, ouais, ils ont bien raison. En tout cas, ils vont revenir, ils vont la couvrir d'une couverture, la mettre dans un sac de voyage. Ils vont partir après, je crois, je vérifie mes sources, que je ne veux pas dire de bêtises. Là, voilà. Puis après, ils vont la mettre dans un fût dans lequel ils vont verser du béton humide. Ils vont le laisser sécher et à 8h du matin, ils vont le déposer sur un terrain de Koto à Tokyo qui deviendra un parc d'ailleurs après ça. Donc voilà, du début à la fin de ces 40 jours d'enfer de Junko. Je pense vous avoir tout raconté avec difficulté et je pense que pour vous c'est aussi très compliqué d'écouter tout ça. En tout cas, voilà, le calvaire de Junko est terminé et on va pouvoir passer à la suite. Et vous allez voir qu'il est aussi très compliqué. C'est le 23 janvier 1989 que Miyano et Ogura sont arrêtés pour le viol collectif sur la jeune femme de 19 ans dont je vous ai parlé à 2 reprises déjà. Le 29 mars 1989, donc c'est là que Hiroshi va tout balancer en croyant que Joe a fait pareil de son côté et leur annonce où est le corps de Junko. Finalement, le 1er avril, Ogura est arrêté dans un premier temps pour le viol, puis ensuite pour le meurtre de Junko. S'ensuit les arrestations de Watanabe, de Minato et de son petit frère. Les 4 vont plaider coupables pour avoir commis des blessures corporelles entraînant la mort, mais pas pour meurtre. Finalement, il me semble que c'est Miyano qui a pris 20 ans de prison puisque c'est l'investigateur. Ogura va prendre 5 à 10 ans, Minato 5 à 9 ans et Watanabe 5 à 7 ans. Je crois pas, ou alors je n'ai pas trouvé d'informations sur le petit frère de Minato. Je ne sais pas s'il a été condamné après ça. Voilà, il faut savoir que le tribunal a décidé de sceller leur nom puisqu'ils étaient mineurs, ils devaient rester anonymes. Mais finalement, les journalistes du magazine Shukan Bunshun, si je le dis bien, vont annoncer les noms puisqu'ils considèrent que le crime est beaucoup trop grave pour qu'ils restent sous scellés. Donc les noms vont fuiter et ils vont les changer. J'ai pas trouvé utile de vous les annoncer puisque maintenant c'est plus pareil, on va dire. En tout cas, ils ont changé de nom. Et Watanabe va être le seul à ne pas avoir de démêlé avec la justice après cette affaire. J'ai pas retrouvé tout ce qu'avaient fait les autres, mais récemment Minato avait 46 ans. Il a été arrêté pour avoir matraqué l'épaule d'un homme qui l'avait mal regardé. Et après, il lui a tranché le cou. Voilà, donc l'homme n'est pas mort, hein, mais Minato apparemment n'a pas reconnu les faits et considère que c'était pas si grave que ça. Alors, je ne sais pas, hein, on n'a pas le même avis.
En tout cas, suite à des analyses sur Junko, on a retrouvé en fait l'ADN de Tetsuo Nakamura et de Koichi Igara. Donc ils ont été arrêtés pour viol et Koichi a dit qu'il avait été forcé de violer Junko et qu'après ça il en aurait parlé à son frère qui en aurait parlé à ses parents qui auraient contacté la police, ce qui est vrai. Mais ce qu'il faut savoir c'est que la police s'est bien rendue chez les Minato. Ils leur ont demandé, écoutez, il y a eu un appel comme quoi une jeune fille est enfermée chez vous, agressée régulièrement, est-ce que c'est vrai? La mère qui a ouvert la porte leur a répondu non, écoutez, tout va bien, puis si vous ne me croyez pas, rentrez. Et là, la police n'est pas rentrée parce qu'ils se sont dit, bah si la personne nous invite à pénétrer chez elle pour vérifier tout ça, c'est qu'il n'y a rien à cacher, donc pas de souci, on s'en va. Et ça, c'était le 16e jour. Le 16e jour de captivité de Junko. Donc au 16e jour, s'ils étaient rentrés, s'ils s'étaient donné la peine de rentrer, voilà, vous imaginez. Donc forcément, suite à ça, puisque ça a été rendu public, les deux policiers ont été renvoyés très gentiment chez eux. Et ça s'est fini pour eux, et heureusement. Parce que là, franchement, ils auraient pu rentrer, ils auraient pu la sauver. Mais non, parce qu'on leur a dit, bah non, mais il n'y a aucun souci, rentrez. Bah, ils se sont dit, non, bah tranquille, il n'y a pas besoin de rentrer. C'est une dame, elle a rien à cacher. Bah, ça me rend dingue, voilà. Donc dans ce chapitre, on va parler de l'autopsie de Junko et de la suite des événements, les funérailles entre autres. L'autopsie a révélé qu'elle a pris tellement de coups, tellement de chocs que son cerveau a rétréci. Je ne savais pas que c'était possible, mais son cerveau a rétréci. Pire encore, elle aurait subi plus de 400 viols par au moins une centaine d'hommes et surtout, alors je n'ai pas trouvé ça partout, j'ai eu quelques sources mais pas partout, surtout Junko aurait été enceinte. Voilà. C'est encore pire qu'on pouvait l'imaginer, mais finalement c'était peut-être forcé, puisqu'avec tous les viols qu'elle a subis, on ne savait pas si elle se protégeait et si eux se protégeaient, mais à mon avis non. Mais en tout cas, Junko aurait été enceinte lors de son décès. Voilà. Ses parents ont été prévenus, ils ont été au courant de tout ce qui s'était passé. Et sa mère, quand on lui a annoncé, s'est évanouie et suite à cette annonce, a dû suivre un traitement psychologique. Parce que c'était beaucoup trop compliqué, beaucoup trop dur à supporter. Et surtout, de s'être rendu compte qu'elle avait appelé sa fille, que sa fille lui avait dit que tout allait bien alors qu'elle était déjà enfermée à ce moment-là. J'imagine même pas ce que la mère a pu se dire. Elle a dû se sentir coupable. Tout a dû tellement bouillonner dans son crâne. Surtout, elle a dû imaginer ce qu'a vécu sa fille. Et ça, c'est le pire. Donc forcément, ils ont été au courant que les Minato savaient tout ça, mais qu'ils avaient peur. Et d'après ce que j'ai lu, ils auraient porté plainte contre les Minato pour non-assistance en personne en danger. Je sais pas ce que ça a donné, je sais même pas si c'est vrai. J'ai vu ça sur quelques sites anglais, mais c'est tout ce que j'ai pu voir. Voilà. Donc suite à ça, Junko a été enterrée le 2 avril 1989 et lors de cette cérémonie, on lui a remis son diplôme qu'elle avait eu haut la main évidemment. Son employé du magasin électronique dans lequel elle devait rentrer finalement lui a donné à ses parents son uniforme et elle a été enterrée avec puisqu'il a été mis dans son cercueil. Ses amis lui ont fait beaucoup de déclarations, lui ont donné un dernier au revoir en fait lors de cette cérémonie qui a été sûrement très dure pour tout le monde. Il n'y avait pas beaucoup de caméras, il y en avait quelques-unes. Je ne sais pas si je vais vous trouver quelques images, si je vous les trouve, je vous les mets. Si je vous les trouve pas, je vous les mets pas, voilà. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, je crois que je vous ai tout dit, c'est déjà bien compliqué. Je vais sûrement encore en refaire des cauchemars comme quand j'étais plus jeune. Mais pour moi c'était important d'en parler parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez de Junko qui a pourtant vécu un calvaire. Il faut savoir qu'il existe des films sur Junko. Si je retrouve le titre, ça serait génial. Voilà. En 2004, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Concrète, qui est impossible à trouver sur les réseaux sociaux. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il est impossible à trouver. Et apparemment, il y aura un film qui s'appelle Junko Furuta qui serait sorti l'année dernière, courant de cette année 2021. Donc, je ne sais pas, j'ai pas. Pour les deux films, j'ai rien réussi à trouver à part des notes ou des avis, mais impossible de les trouver en ligne. Et peut-être que c'est mieux comme ça parce que
C'est déjà bien compliqué d'imaginer tout ce qu'elle a vécu, alors de le voir, non, voilà, je pense pas. Par rapport à Junko, il y a quelques photos qui sont très compliquées à voir. C'est son cadavre finalement, la découverte aussi de son corps. Je mettrai ces quelques photos sur mon Twitter, dont je vous mets le lien dans la barre d'infos. Si vous ne voulez pas les voir, n'y allez pas. C'est compliqué, voilà, il y en a pas beaucoup, mais elles sont très dures à voir, les photos, donc voilà. En tout cas, c'est la fin de ma toute première vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'ai déjà un prochain sujet en tête. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Si vous avez des conseils, pareil, n'hésitez pas. Je serai heureuse de les prendre, de les écouter et de les assimiler. Et voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Faites très attention à vous, couvrez-vous parce qu'il commence à faire froid. Et surtout, bonne journée ou bonne soirée. Bisous!